Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Bolloré, de votre propos liminaire et de vos premières réponses. Alors, je vais le rappeler, cette audition a pour objectif, ou en tout cas l'objet de la commission d'enquête, est de vérifier l'attribution des autorisations d'émettre, les critères retenus, le respect des obligations des conventions par les chaînes et éventuellement les sanctions délivrées par l'ARCOM. C'est donc ces sujets-là que nous allons traiter. D'abord, j'aimerais m'assurer, je pense que c'est le cas, que quelqu'un dans votre position, j'imagine, s'entoure des meilleurs ou des personnes les plus compétentes. J'imagine que vous pouvez me le confirmer d'un simple mot. Je ne sais pas si c'est les meilleurs, mais en tout cas, c'est les meilleurs que j'ai trouvés. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme j'étais assez paresseux, parce que j'ai une jeunesse paresseuse, vous développez à ce moment-là, quand vous êtes obligé d'aller travailler, un sixième sens, qui consiste à aller trouver la personne qui va aller travailler à votre place. Bon. Et donc, c'est vrai que quand je suis arrivé chez Canal, j'ai trouvé Maxime Saada, il y avait 40 devant moi, et voilà, comme dans la musique, pour que Universal Music devienne le numéro 1 mondial, ce qu'il est aujourd'hui, j'ai trouvé Lucian Grange qui était au milieu d'un certain nombre. Donc j'essaye de trouver les meilleurs. Est-ce qu'il y en a des meilleurs ailleurs? J'en sais rien. Est-ce que le meilleur peut devenir pas bon? C'est possible. Et est-ce qu'un pas bon peut devenir meilleur? Sûrement. Nous n'avons pas que des meilleurs. Hein. C'est dans un orchestre, vous avez généralement pas 50 cadors. Mais enfin, si vous en avez quelques-uns et que vous réussissez à les travailler, faire travailler ensemble, c'est pas mal. Juste bien sûr pour nos bons travaux, Monsieur le Président, je vous conseillerais plutôt des réponses bien sûr brèves, mais d'un autre côté, Monsieur le rapporteur, si effectivement vous voulez avoir des questions en deux temps, c'est aussi le risque de ce type de réponse. Monsieur le rapporteur, je vous redonne la parole. En partant du principe que vous faites appel à des gens compétents, je m'interroge par exemple lorsque le tribunal de commerce, en mars 2019, rend sa décision dans une affaire que vous avez entamée contre Monsieur Tristan Valex pour contre complément d'enquête. La décision du tribunal de commerce est la suivante. La société Bolloré SA ne pouvait ignorer que la présente action ne pouvait ressortir de la compétence du tribunal de commerce. Dans la mesure où vous faites appel à quelqu'un de compétent, je me demande la raison pour laquelle vous avez pu intenter une telle action. Est-ce que c'est parce qu'il était incompétent ou parce que simplement il vous obéissait et que vous poursuiviez d'autres buts? Alors là, vous, Monsieur le rapporteur, vous faites référence à un complément d'enquête qui a été fait me concernant et où le clou de le complément d'enquête, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on voit dans une plantation, je crois que c'est au Cameroun, un jeune garçon noir qui dit qu'il a 14 ans mais qui en a 18, je crois, mais enfin peu importe, et qui est avec un gant troué, et on lui dit « Vous avez un gant troué ?» Et il dit « Oui, c'est Monsieur Bolloré, il ne veut pas payer le gant. » Or, je n'ai jamais été propriétaire de cette plantation au Cameroun, je ne suis jamais allé dans cette plantation au Cameroun, et donc on a quand même un petit problème qui est que nous étions attaqués sur un sujet comme ça. Bon, et donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le problème, c'est pas qu'on était attaqué, que c'est une atteinte à notre personne, c'est pas un problème d'amour-propre. C'est un problème que vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos salariés, c'est quelque chose d'important. Or, c'est au tribunal de commerce que vous avez le plus de chances de recevoir une indemnité qui correspond au préjudice que vous avez reçu. Et donc, c'est pour ça que ça a été au tribunal de commerce. Le sujet n'était pas simplement de faire dire c'est de la diffamation. Le sujet, c'était de voir comment on pouvait réparer les coûts d'image qui nous ont été imputés. Et c'est pour ça que nos responsables sont allés au tribunal de commerce. Je vous remercie. Je connaissais la teneur du dossier. Ce dont je m'interroge, la question que je me pose, c'est la raison pour laquelle vous pouvez, avec un avocat compétent, décider d'entamer une procédure qui ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal de commerce. C'est là, j'ai cité le tribunal de commerce qui dit que la société Bolloré SA ne pouvait ignorer que la présente action ne pouvait ressortir de la compétence du tribunal de commerce. De fait, il s'agissait de délit de presse qui a sa juridiction. Donc, ça n'appelle pas de réponse. J'observe juste. Monsieur Bolloré, juste allumez votre micro, s'il vous plaît. Si, ça appelle une réponse. Si vous voulez simplement faire rétablir votre bonne foi, vous allez en effet devant les tribunaux. Je suis, comme vous savez, j'ai fait 6 années de droit ou 7. Vous me direz, je travaillais en même temps, mais enfin, j'ai suivi un peu les cours quand même. Là où vous avez une chance d'avoir des dommages et intérêts, quand vous avez un préjudice, voilà,
au titre de 1382 et suite, 84 et 6. Remarquez, je crois que les articles ont changé depuis, c'est au tribunal de commerce. Donc après, vous pouvez choisir de ne pas aller au tribunal de commerce. Mais si vous estimez que vous avez un préjudice, c'est devant la cour commerciale que vous allez. Quand vous êtes une entreprise, j'entends. De fait, vous avez été condamné pour procédure abusive, ce qui est extrêmement rare. Et j'en tire la conclusion, pour ma part, que votre avocat n'a fait que de vous obéir d'une certaine façon, parce qu'en droit, parce qu'il est compétent, il aurait sans doute pris une autre décision. Cette question de l'obéissance et de la déloyauté, en réalité, elle est centrale dans ce qui nous occupe. Monsieur Stéphane Guy a été licencié pour un défaut de loyauté. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire à qui il a été déloyal ? Monsieur le rapporteur, si vous pouvez préciser qui était Stéphane Guy, dans quelle société il est employé. Mais c'est pas grave. Non, pardon, Monsieur Bolloré, j'ai juste... Monsieur le Président, rallumez votre micro juste pour... Voilà, je reviens juste sur notre avocat, parce que je suis là quand même pour défendre le groupe, c'est pas un truc intuitu personnel. Notre avocat est très bon, il peut lui arriver de perdre, mais notre avocat est très bon, il a gagné dans plein d'autres domaines. Rappelez-moi qui est Stéphane Guy, je ne sais pas qui c'est, pardonnez-moi. C'est un monsieur qui a soutenu un certain Sébastien Toen, que vous devez mieux connaître, qui avait lui-même été licencié. Manifestement, Stéphane Guy a été ensuite licencié pour déloyauté. Monsieur le rapporteur, dans quelle entreprise ? C'est bien Canal+. Je crois honnêtement que j'ai jamais rencontré Stéphane Guy de ma vie. Je ne sais pas s'il lui a demandé, mais demandez-lui. Je ne le connais pas. Et Sébastien Toen, je crois que je ne l'ai vu qu'une fois. On m'avait demandé de venir faire un show à l'Olympia devant tout le personnel de Canal. C'était le début où j'arrivais et où justement, comme ma réputation, c'était Attila, etc. On m'avait demandé de venir me présenter. Voilà. Et je crois qu'il m'a salué à la sortie. Mais je n'ai jamais parlé avec lui. Donc je ne le connais pas et donc je ne suis pour rien dans l'ensemble de ces points que vous évoquez. L'ennui, c'est que les témoignages attestent que lorsqu'il a été licencié, M. Toen, pour un sketch, la cause de ce licenciement, c'est décision de l'actionnaire. C'est un SMS reçu de Maxime Saada. Vous êtes l'actionnaire, je suppose. Alberto, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Non, mais je rigole. Attendez, décision de l'actionnaire, je ne l'ai jamais rencontré, je ne sais pas ce qu'il a fait, j'ai jamais vu ce dont vous parlez. Attendez, j'ai un groupe de 80 000 personnes au moment où vous parlez. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis désolé pour ce garçon. J'espère que tout va pour lui, mais je ne suis absolument pas responsable de tout ce qui peut se passer dans un groupe de cette taille-là. Ça n'existe pas. Je ne sais pas. En politique, vous êtes responsable de ce que vous dites, parce que c'est ce que vous faites toute la journée. Mais quand vous êtes à la tête d'un grand groupe, français ou étranger, vous êtes obligé de gérer les 6 ou 7 personnes qui dépendent de vous. Donc je peux vous parler de mes relations avec les 6 ou 7 personnes qui dépendaient de moi à l'époque. Mais malheureusement, ces personnes, je ne les connais pas. Je regrette. Et je suis désolé pour elles. Concernant donc une des personnes qui dépendait de vous, peut-être pas complètement d'ailleurs, mais M. Belmer, revenons sur son éviction, lui-même a considéré qu'il était parti à cause de micromanagement. Est-ce que vous confirmez qu'il a pris la décision de partir ? Peut-être qu'en même temps, il a pris dans sa tête la décision de partir, mais il a été révoqué. Vous avez un conseil de surveillance qui s'est tenu et qui a révoqué M. Belmer. J'ai la copie du conseil de surveillance et de son procès-verbal ici. Et un accord a été signé avec lui qui dit la même chose. Voilà. Et pardonnez-moi, le conseil de surveillance qui s'est tenu le 3 juillet 2015, il y avait le président du conseil de surveillance, c'était Arnaud Puyfontaine, Hervé Philippe, Éric Bell, Vincent Bolloré, Frédéric Crépin, Simone Guillam, Stéphane Roussem, Vincent Valéjeux, Bertrand Méheux, Maxime Saada, Grégoire Castin, Édouard Chavagnac. Il y avait donc à peu près 15 personnes et il a été révoqué à l'unanimité. Pas d'ailleurs parce que c'était un mauvais garçon ou qu'il avait fait des choses mauvaises, hein, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Je pense que Rodolphe, comme toute l'équipe, n'avait aucune envie de... Je laisse à disposition de la commission si elle le souhaite. Rodolphe, comme toute l'équipe de Canal, n'avait aucune envie de changer de train de vie. C'était des seigneurs. Vous êtes tous très jeunes, donc vous n'avez pas connu Canal à l'époque, mais c'était extraordinaire. Il y avait le Festival de Cannes, il y avait 300 personnes qui allaient pendant 15 jours dans des hôtels. Ça coûtait 50 000 € la semaine, pratiquement. Le champagne coulait à flot. Après, quand ils avaient fini Cannes, ils allaient au Rallye de Monaco. Après, ils allaient à Wimbledon.
Après, ils allaient voir les élections à Washington. On a fait 400 millions d'économies, monsieur le rapporteur. 400 millions d'économies. Quand vous faites ça, vous avez une réputation atroce. En plus, tous ces gens-là, ils invitaient beaucoup de monde. Donc évidemment, le champagne coulait à flot. Voilà, moi je suis le sale type là-dedans, c'est normal. Mais c'est à ça que je sers, au fond. C'est le paratonnerre, le bouc émissaire, voilà. Et qu'est-ce qu'on va dire? On ne va pas dire c'est horrible, il a arrêté la fête. On dit mais c'est un type affreux. Vous savez, sur le plan psychiatrique, c'est même inquiétant pour moi parce que de temps en temps, je lis mes aventures dans des lettres. C'est affreux, quoi. C'est un truc. C'est Attila passe et on ne repasse pas. À l'époque de la reprise, vous avez annoncé vouloir investir 2 milliards dans Canal. Est-ce que vous les avez investis? Oui, on a investi beaucoup plus que ça. Nous sommes en train d'acheter, là, pour vous donner un exemple, une entreprise. Sa valeur est de 2,9 milliards. Nous sommes rentrés il y a quelques mois dans une entreprise dont la valeur était d'1 milliard. Et nous dépensons chaque année pratiquement enfin, vous redemanderez les chiffres à Maxime Saada, mais de l'ordre de 3 milliards de contenus par an. Canal, c'est le premier soutien du sport. C'est le premier soutien du cinéma. Je crois qu'on doit dépenser 500 millions par an de films, dont 300 en France, dont 200 sur des films qui n'ont même pas commencé. Donc, évidemment, on dépense énormément d'argent. On a remis, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, beaucoup plus que les 2 milliards que vous indiquez. 4 milliards. Est-ce que vous pouvez m'indiquer combien de personnes ont quitté le groupe Canal? Alors, il y a chez Canal des gens qui sont partis et des gens qui sont rentrés. Et heureusement, il y a beaucoup plus de gens qui sont rentrés que de gens qui sont partis. Voilà. Alors, les gens qui sont partis, je vous dis une fois de plus, moi, je ne leur en veux pas. C'est des gens, ils ont été habitués à vivre dans le luxe. Ils n'ont aucune envie de changer les choses. Et les gens qui sont rentrés, voilà. Quand je dis, pardon, je voudrais juste faire une correction, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, si vous voulez bien. Quand je dis c'était la fête chez Canal, attendez, 95% des gens de Canal avaient des petits salaires et travaillaient avec ardeur et vigueur. Hein. Mais le dessus du panier, c'était, je vous dis, la fête au village, quoi. Mais, Monsieur le Président. Et c'est ceux-là qui sont partis et qui ont été remplacés par d'autres beaucoup plus économes. Et c'est pour ça que Canal, vous savez, les entreprises, malheureusement, on est toujours attrapées par les questions d'argent. Le sujet, c'est qu'à un moment, vous avez votre bilan, vous avez votre comptable qui vient vous voir, et si ce n'est pas votre comptable, c'est votre banquier qui vient vous voir, Crédit Mutuel ou autre, et qui vient vous dire, attendez, vous dépensez de l'argent, moi je ne peux pas vous prêter indéfiniment. Et donc il a fallu mettre fin à tout ça. Et ces gens sont partis parce qu'ils avaient vécu voilà, dans la richesse, et que, autre temps, autre mœurs. Entre-temps sont arrivés BIN, dont on disait que ça allait être affreux, qu'ils ne pourraient pas mettre de l'argent tout le temps parce qu'ils traitaient à perte, mais ils sont toujours là, et très riches, et on est très heureux, on est associé avec eux maintenant. À l'époque, il y avait Netflix, dont on disait ils vont faire faillite. Aujourd'hui, Netflix, ça vaut 200 milliards. Et donc, Canal s'est adapté complètement. On a créé une plateforme de technologie qui s'appelle MyCanal. Il y a 1000 ingénieurs chez Canal. Et on a changé tout. Et c'est pour ça que ce groupe est devenu extrêmement rentable. C'est parce qu'on a eu le courage de le faire. Mais le fait de l'avoir fait, même si ce n'est pas moi qui l'ai fait, parce que heureusement, ce sont les gens qui ont travaillé pour moi et que j'ai choisi, et que j'aurais été incapable de le faire, et ben c'est moi qui sers de bouc émissaire. Et chaque fois que quelqu'un est renvoyé, vous parliez de M. Rivoire tout à l'heure, c'est intéressant, je l'ai vu 10 secondes dans ma vie, je crois, ou 20 secondes dans ma vie, je visitais les bureaux de Canal, et il était dans un bureau, et j'ai passé ma tête, si je me souviens bien, et il m'a dit, je travaille sur les investigations, je vais faire une investigation sur vous. J'ai dit, ben, c'est une très bonne idée, je suis reparti. Je ne l'ai jamais vu depuis. Après, chaque fois qu'il sort un livre ou un truc ou un machin, il parle de moi, parce que c'est plus vendeur d'ailleurs. Vous avez vu, là, tout à l'heure, il y avait 40 photographes qui sont arrivés, c'est bon. Effectivement, c'est grâce à vous ou à cause de vous, je ne sais pas. Effectivement, Monsieur le Président, nous avions bien compris que le rapporteur, que les photographes n'étaient pas là pour nous. Désespérons pas d'y arriver un jour pour d'autres raisons, mais ce n'était effectivement pas pour nous. Monsieur le Président, effectivement, vous corroborez donc les propos de Monsieur Rivoire sur le fait que vous êtes vu qu'une seule fois pendant 10 secondes. Juste peut-être préciser à Monsieur le rapporteur, si vous avez l'information ou le souvenir, le nombre de départs et le nombre de sorties. Oh, je ne sais pas, il y a dû avoir... grosso modo, alors il y a dans les sorties, il y a des gens qui sortent naturellement. Il y a Maxime Saada, vous l'a raconté, puisqu'il était là et que c'est lui qui a fait ce plan. Il y a ce qu'on appelle des plans de départ volontaires, c'est-à-dire des gens profitent de ces moments qui sont proposés pour toucher de l'argent et faire autre chose ou aller ailleurs. Voilà. Dans les déports forcés, je ne sais pas, il y en a peut-être eu 100 ou un truc comme ça, mais dans les entrées, je sais pas, il y a
2000 personnes de plus que quand je suis arrivé, ou 3000 personnes de plus que quand je suis arrivé dans l'ensemble du groupe Canal. Je reviens en arrière juste 2 secondes. C'est pas du tout que j'ai envie d'avoir des photographes, hein, parce que vous savez, je ne réponds à aucun journaliste. Ça fait 10 ans. Mais comme vous me convoquez, que je suis obligé de venir, parce que sinon les gens viennent me chercher pour m'amener ici de toute façon, ça donne une... C'est comme si j'étais important. Vous voyez, je ne suis plus rien dans ce groupe aujourd'hui. Voilà. Alors c'est vrai, je suis actionnaire ultime, puisque mes actions ont été données, mais j'ai gardé les droits de vote, parce qu'on ne sait jamais. Bon. Mais je ne suis plus rien, je ne devrais pas être là. Mais comme j'entendais en arrivant en voiture, France Info, Vincent Bolloré va être auditionné à 14h. Bon, ça donne envie d'aller écouter ce qu'il va dire. Mais je vous disais tout à l'heure, ça fait un peu peur, hein, parce que c'est franchement, c'est Attila. Je vous remercie. On va redonner la parole à Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président. Et effectivement, vous êtes là à notre demande. Et donc, on va faire attention de bien faire tac au tac les questions et réponses. C'est important aussi dans le temps qui est limité. Monsieur le rapporteur. Merci. Bon, j'ai bien compris que vous n'étiez qu'un paratonnerre, mais il se trouve que vous avez vous-même revendiqué plus d'une fois d'utiliser la terreur. Par exemple, vous avez dit la terreur fait bouger les gens. Et vous avez aussi dit, par exemple, à propos des guignols, vous avez évoqué l'été où je tue les guignols, comme on a tué les pauvres journalistes de Charlie. Et pour être très honnête, je vais lire la fin de la citation. Je pense d'ailleurs au contraire que les guignols méritent un autre avenir. On est en septembre 2015. Est-ce que... Pour les plans de départ volontaires que vous évoquez, une multitude de témoignages que je ne peux pas citer ici même corroborent l'idée qu'il régnait une forme de terreur dans les entreprises et que les plans de départ étaient volontaires, enfin les départs étaient moyennement volontaires. L'ambiance était telle que, d'une façon un peu comparable à ce qu'on a pu voir dans d'autres entreprises, les employés se sont sentis poussés vers la sortie. Mais bon, j'aimerais vous demander simplement, avez-vous déjà été à l'origine d'une ou plusieurs émissions sur vos chaînes? Alors, je reviens sur la terreur, parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est quand je suis arrivé donc, dans cette maison en fait, et que malheureusement, n'ayant pas l'État derrière nous, c'était nos propres finances et il fallait arrêter les dépenses, une certaine panique s'est installée à l'intérieur de la maison Canal. Voilà. Et au cours d'un comité d'entreprise, un représentant a dit « mais vous coupez les têtes et vous inspirez la terreur ». Et j'ai répondu en citant Mauriac, je crois, la terreur, la peur, c'est le début de la raison, ou quelque chose comme ça, sans doute le début de la raison. Voilà. Mais honnêtement, je n'inspire la terreur à personne que je connais. J'inspire la terreur à des gens qui ne m'ont jamais vu et qui écoutent ce qui est raconté dans un certain nombre de petites lettres et qui disent c'est un type épouvantable, il fait des choses horribles, etc. Le monsieur de Loire, là, dont vous me parliez tout à l'heure, qui est malade, et j'en suis désolé, qui a été nommé, la présidente de Reporters sans frontières, qui a été nommée pour gérer tout ça, a dit quand Bolloré passe, les journalistes trépassent. Bon. Alors dès que j'arrive quelque part, avant même que j'arrive quelque part, aujourd'hui, les gens ont peur, les gens crédules, et s'en vont. C'est ça, cette histoire de terreur. C'est une histoire de réputation, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est là où je disais, je suis le paratonnerre et le bouc émissaire. C'est comme ça. Mais non, je suis plutôt très gentil, plutôt rigolard, plutôt affable. Je me méfie des blagues que je dis. Et j'ai des tas de gens avec qui je travaille depuis 40 ans et qui sont très contents de moi. Mais évidemment, je lis, voilà... c'est toujours les mêmes journaux, c'est toujours les mêmes lettres. On voit bien comment c'est fait, à force de répéter, voilà. Mais peut-être que c'est comme ça que, vous savez, c'est Kipling disait si tu supportes que des sots, que des gueux excitent des sots en disant des choses terribles, tu deviendras un homme. Peut-être que je deviendrai un homme un jour. C'est un rapport. Avez-vous déjà été à l'origine d'une ou plusieurs émissions sur votre chaîne, sur vos chaînes? Des émissions? Directement, non. Directement, non, parce que, comme vous le savez, et Maxime Saada vous en a fait le truc. Enfin, alors, c'est pas tout à fait vrai. Quand je m'occupais de Direct 8, quand j'ai monté Direct 8, j'ai été à l'origine de toutes les émissions. C'est moi qui ai inventé, pardon, les animaux de la 8, qui marchent d'ailleurs toujours. C'est moi qui ai inventé les émissions la nuit, où il y a une dame qui lit en direct des livres. Ça, c'était formidable. Boîte de nuit aussi. J'ai inventé le tuit-tuit, qui était un animal qui, à cause des problèmes écologiques, n'avait plus pu pouvoir voler.
On a inventé des émissions diverses. Voilà. Alors après, quand je suis arrivé chez Canal, j'ai fait 0 émission depuis, si c'est ça votre question. Entre autres. Êtes-vous à l'origine de la programmation de l'émission Dieu merci sur Direct 8 et d'Enquête d'Esprit sur CNews? Je ne peux que répéter ce qu'ont dit mes camarades qui sont passés ici et que j'ai écouté, comme vous l'imaginez. Voilà. D'abord, il y a un très gros bassin judéo-chrétien en France. Voilà. Donc il se trouve qu'une émission sur le judéo-chrétien, ça intéresse des Français. D'ailleurs, ils font un succès formidable. Et Serge Nedjar a raconté qu'il voulait en plus un moment de calme, de paix, de tranquille pendant le week-end. Et que donc, il a monté pour ça. Moi, là, je trouve ça très bien. Je la regarde. Bon, c'est un peu ardu, hein. C'est pas un truc, c'est pas de la vulgarisation religieuse, mais je trouve ça très bien. Et donc, je ne suis pas à l'origine. Comme vous l'a dit, et Serge Nedjar, et Gérald Brice-Viret, et Maxime Saada, de même qu'ils ont déclaré que je ne les avais jamais, ni avant du temps de M. Belmer, ni après, gênés ou poussés sur des programmes. Depuis combien de temps connaissez-vous M. Aymeric Pourbet? Pas très longtemps. Je l'ai connu quand il est arrivé pour faire l'émission. Il était connu par, je crois, Serge Nedjar et en tout cas Gérald Brice-Viret. Mais moi, je ne l'ai connu qu'au moment où il s'est mis à faire l'émission. Ce n'était pas un ami. Et contrairement à ce qui est dit, d'ailleurs, France Catholique ne m'appartient pas à titre personnel. France Catholique est dans le groupe, comme toutes les autres affaires du groupe. Mais ça ne m'appartient pas à titre personnel. Est-ce que désormais, de près ou de loin, vous participeriez à la supervision de cette émission? Non. Revenons un instant sur l'émission dont on a parlé avec la direction de CNews sur l'IVG. La direction a considéré que c'était une faute très grave que d'avoir diffusé cette émission, et en particulier le visuel indiquant que l'IVG serait une cause de mortalité. Ils en ont parlé comme d'une meurtrissure. Laurence Ferrari s'en est excusée, Christine Kelly également. Est-ce que vous considérez que c'était une faute très grave, et dans ces cas-là, qui, d'après vous, mériterait d'être sanctionné? Alors, ils ont dit que c'était une erreur technique, et j'ai pas de raison de mettre en doute la parole des gens qui travaillent dans le groupe. Donc, s'ils disent que c'est une erreur technique, c'est une erreur technique. Et c'est pas à moi d'accabler des gens à l'intérieur des chaînes. On peut pas à la fois me dire que si je me mêle, je fais de la censure, et si je me mêle pas, je fais du non-interventionniste. Si vous voulez mon avis sur le sujet lui-même, je peux vous l'exprimer, même si c'est pas dans la commission. Je pense que se heurte dans cette affaire de liberté. Et comme vous le savez, moi, je suis très attaché à la liberté. J'ai de l'ADN, dans mon ADN coule la liberté. Mais comme vous le savez, c'est la liberté des gens de disposer d'eux-mêmes et la liberté des enfants à vivre. Et je pense qu'il y a un certain nombre de gens en France qui, tout en voulant laisser la liberté, parce que c'est quelque chose de fondamental, disent n'oubliez pas que c'est quand même à un moment quelque chose où une vie ne s'exprime pas. Et en tout cas, c'est ma conviction forte, c'est-à-dire que je pense qu'il faut que chacun le fasse, mais que c'est quelque chose de terrible. Et je vais vous faire une confidence. Il y a pas mal d'années, la femme avec qui j'étais a appris qu'elle était enceinte alors qu'elle prenait des médicaments qui interdisaient, enfin qu'il fallait pas prendre. Et j'avais déjà 4 enfants, j'étais faible, j'ai pas fait attention, j'ai laissé faire. Voilà. Ben, je peux vous dire qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à cette vie que j'ai contribué à supprimer. Et pourtant, je suis pour la liberté, et je laisserai la liberté, voilà. Mais cette vie, c'est important. Je ne suis pas le seul à le dire, le pape le dit aussi, et beaucoup de gens le disent aussi. Monsieur le Président, effectivement, sur ces questions, merci pour ces informations, mais c'est effectivement important qu'on reste question du rapporteur dans le sens où, pour vous informer ou vous en rassurer, vos avis intimes et politiques ne concernent pas l'objet de cette commission d'enquête, de la même façon que sur des précédentes auditions, la condamnation qui avait été demandée à M. Nedjar sur un crime de guerre, condamnation personnelle, ne rentrait pas dans l'objet de cette commission d'enquête. Donc, je vous informe et je vous rassure en même temps que l'ensemble de vos idées et convictions intimes comme politique ne rentre pas dans l'objet de cette commission d'enquête. Je vous remercie. Par ailleurs, je m'étais bien gardé de vous poser cette question, mais elle n'appelait pas ce genre de réponse.
Je suis né catholique, je suis tombé dedans quand j'étais petit, ça ne m'a pas quitté. C'est une grande force dans la vie. Et voilà, mais tout en laissant les gens libres. Chacun fait ce qu'il veut. Je suis pour la liberté. C'est parfait, je crois qu'on a fait le tour pour cette émission. Merci, monsieur. Allez-y, monsieur le rapporteur. Alors, je vais revenir un instant sur le rapport que vous pouvez avoir avec certaines, disons, des incarnations des chaînes que vous contrôlez. Cyril Hanouna dit « Je suis d'une fidélité indéfectible et c'est réciproque, je crois ». Est-ce réciproque ? Bah, écoutez, jusqu'à présent, vous avez remarqué que oui, en dépit d'amendes, en dépit de problèmes, Cyril Hanouna est toujours dans les chaînes. Et je vais vous dire, vous l'avez entendu, tout le monde a envie de le garder. Voilà, donc c'est pas un problème uniquement de la fidélité de moi-même, parce que je redis, je n'aurai pas la possibilité. Maxime Saada vous a dit, quand Vincent Bolloré vous demande quelque chose, est-ce que c'est un conseil ou une instruction? Il a répondu, je crois, c'est un conseil, grosso modo, et il a dit, est-ce que vous respectez toujours ces conseils? Il a répondu non. Ce que je trouve d'ailleurs un peu dangereux. Bon, vous me direz, les primes de fin d'année sont passées, mais enfin quand même. Bon. Donc Cyril Hanouna, voilà, c'est son succès qu'il protège. Cyril Hanouna, plus de 2 millions tous les soirs. Il faut vous demander pourquoi Cyril Hanouna fait plus de 2 millions tous les soirs. Avec des sujets qui sont voilà, les sujets de tout le monde, la vérité de la vie en France. C'est comme ça. Pour faire la publicité de cette commission, nous recevrons donc bien Cyril Hanouna, conformément à sa convocation, demain 14 mars à 14h jusqu'à 16h30. Alors, vous nous avez dit que le train de vie de Canal était dispendieux. Est-ce que vous pourriez nous dire combien gagne Maxime Saada, s'il vous plaît? C'est public. Maxime Saada, je crois, gagne 1,5 million de salaire brut fixe. Et il a une prime potentielle de 100% en fonction de ses résultats. Tout ceci est passé en conseil d'administration et voté à l'Assemblée de Vivendi, où, je vous rappelle, nous n'avons que 29%. Voilà, mais Maxime Saada, je ne le dis pas, pourrait gagner beaucoup plus à l'extérieur, parce que c'est un garçon qui est non seulement d'une qualité extraordinaire, mais c'est une vedette internationale. Il est au moment où on parle à Los Angeles, et Maxime Saada, il pourrait aller demain chez Disney, partout, il pourrait aller. Voilà, c'est un type formidable. On aimerait connaître une telle politique d'austérité. Puisque vous nous disiez également que vous n'étiez pas soutenu par l'État, je me pose une question. Durant le Covid, Vivendi a versé 697 millions d'euros de dividendes aux actionnaires, soit un dividende en hausse de 20%, et à un moment où vous organisiez même le rachat d'une partie du capital, ce qui vous permettait de consolider votre position et d'accroître les dividendes. Et alors que Canal recourait alors au chômage partiel, et ce contre l'avis du gouvernement. Est-ce que ça n'est pas une façon de détourner les deniers publics ? Excusez-moi, je crois que Canal et aucune société de notre groupe n'a reçu des deniers publics. Je ne sais pas à quoi vous faites illusion précisément, parce qu'on n'a pas reçu d'argent de personne. Et Canal n'a pas demandé de l'argent à l'État. Des PEG, des tout ça, non. Et chômage partiel, Monsieur le Président? Je ne sais pas si Canal a fait du chômage partiel à l'époque. Je ne sais pas. À ce moment-là, nous demanderons l'information au groupe et nous la transmettrons aux membres présents. Selon le journal Le Monde daté du 4 mars 2024, vous auriez rencontré Madame Saporta aux obsèques de Paul Sarkozy, le père de Nicolas Sarkozy, lui-même administrateur de Lagardère, le 9 mars 2023. À cette occasion, avez-vous bien eu une discussion avec elle? Portait-elle sur le cardinal Sarah? Alors, je l'ai croisé, en effet, l'ensemble des gens qui venaient pour le deuil du père du président de la République était là, et je lui ai parlé elle m'a dit bonjour, Nicolas Sarkozy me l'a présenté, je lui ai dit bonjour, et je ne sais pas ce qu'elle m'a dit, mais moi je ne lui ai pas parlé d'aucune sorte. J'étais dans une église, et selon ma religion, dans une église on ne parle pas. Pardonnez-moi, je reprécise quelque chose. Je pense que Isabelle Saporta devait vouloir parler du livre du cardinal Sarah. Je pense. C'est ça dont vous faites partie, j'imagine. Donc ne confondrons pas avec la fameuse couverture de Paris Match sur les cardinaux, pour laquelle elle n'a rien à voir. Je précise simplement. Mais est-ce bien le sujet de la conversation qui a eu lieu? Vous me dites qu'il n'y a pas eu de conversation? Pas qu'il y ait eu de conversation, non, parce qu'on était dans une église. Donc elle m'a dit bonjour, je suis content de vous rencontrer, et j'ai pas écouté, pas parlé. Vous savez, quand je suis dans une église, moi je suis assez
en présence du Christ. Donc vous n'avez fourni aucune directive à Madame Saporta à cette occasion? Pardon, pas dans les églises, et je n'ai jamais parlé de ma vie à Madame Saporta, à part ce moment où on me l'a présenté. Je reviens à la question des incarnations. Pascal Praud déclare je suis 100% Bolloré. Dans cette citation même, il disait du temps que j'étais à TF1, j'étais 100% TF1, du temps que j'étais à Nantes, j'étais 100% Nantes, et désormais je suis 100% Bolloré. Il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'il ne dit pas je suis 100% CNews, il dit je suis 100% Bolloré. De la même façon, M. Morandini, se félicitant des résultats contrastés en réalité de ses émissions, dit qu'il le doit à la confiance sans faille de Vincent Bolloré. Comment imaginer que vous ne seriez pas interventionniste si ces personnes disent la vérité? Parce que c'est l'autre côté du totem, l'autre côté du paratonnerre. Heureusement, comme on me présente comme celui qui fait des choses horribles, pour les gens qui ne se sentent pas bien, les gens qui se sentent bien pensent que c'est grâce à moi qu'ils sont là. Et donc, je suis très content que Pascal Praud dise qu'il est 100% Bolloré, parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'était pas 100% Bolloré, il était 50-50 avec RTL. Il a d'ailleurs bien fait, parce qu'il était, je crois, très proche de Nicolas de Taverneau, qui depuis quitte, ou a annoncé qu'il quittait, ou on a annoncé qu'il quittait. Mais voilà, je pense que je représente, par ces 40 ans, ou 45 ans de vie professionnelle, comment dit-on, le développement d'un groupe, le développement d'équipes soudées. Vous voyez, je disais tout à l'heure, il y a des gens qui m'aiment bien, il y a des gens qui m'aiment pas, qui généralement ne me connaissent pas, mais les gens qui me connaissent un peu m'aiment bien. Et puis je leur donne tous quelque chose qui est, je crois, la stabilité, le goût d'entreprendre. On a parlé tout à l'heure des chaînes gratuites qui perdaient de l'argent. Mais dans la batterie électrique, on a perdu beaucoup plus d'argent que dans les chaînes. Et c'est ça le principe de l'industriel, c'est qu'il accepte de remettre son argent. C'est pas un financier qui, une fois qu'il a gagné de l'argent, le garde et part avec. C'est quelqu'un qui réinvestit. Et notre groupe, je l'ai dit tout à l'heure, qui est rentré dans sa 203e année, n'a cessé de réinvestir. Et je crois que c'est ça qui fait que nous avons avec nous des gens qui nous suivent et qui nous respectent, à côté ou en face de gens qui, crédules, croient que je suis Attila. Ce que je ne suis pas, je crois. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bolloré, Monsieur Éric Zemmour, que vous avez personnellement choisi d'installer à l'antenne de CNews, a déclaré sur LCI le 19 janvier 2022 à votre sujet, je cite, « Pour en avoir discuté avec lui, Vincent Bolloré est très conscient du danger qui nous guette, du danger de civilisation, du danger de remplacement de civilisation. Il veut léguer à ses enfants et à ses petits-enfants la France telle qu'on lui a léguée. » À son intervieweur qui lui demande s'il y a chez vous le sentiment d'une mission politique menée par votre groupe de médias, Éric Zemmour acquiesce et abonde en répondant « Moi je trouve ça noble, je préfère quelqu'un qui est patriote et je lui rends hommage. » Alors mes deux premières questions, Monsieur Bolloré, menez-vous une mission politique à travers votre groupe médiatique, premièrement? Deuxièmement, la programmation des nombreux programmes religieux, quasi exclusivement dédiés au catholicisme, serait-elle purement fortuite et sans aucune portée idéologique? Et je tiens à préciser, puisque j'ai un tout petit peu de temps et que je l'ai entendu derrière moi il y a quelques minutes, je n'ai absolument aucune animosité envers la religion catholique. Je suis moi-même catholique, croyante et pratiquante. Pardon. D'abord, je n'ai pas choisi Éric Zemmour. Vous dites, vous avez choisi de mettre à l'antenne Éric Zemmour. C'est complètement faux. Ils vous l'ont dit d'ailleurs. C'est Gérald Brice-Viret et Serge Nedjar qui ont choisi de mettre Éric Zemmour à l'antenne. Accessoirement, tout le monde voulait mettre Éric Zemmour à l'antenne à l'époque. C'était quelqu'un qui vendait des centaines de milliers de livres, qui était recherché par toutes les chaînes, et tout le monde voulait le faire venir. Voilà. Moi, j'ai déjeuné avec lui comme je déjeune avec beaucoup de monde, et j'ai trouvé que c'était un garçon qui avait des idées dans ce qu'il exprimait à l'époque extraordinairement claires et qui était compréhensible par les gens de la télévision. Et quand les gens de Canal l'ont choisi, donc c'est pas moi du tout qui l'ai mis à l'antenne,
Il a été mis à l'antenne parce que tout le monde voulait le mettre à l'antenne. Il était d'ailleurs sur la 6 et sur le service public, je crois, en tout cas sur la 6. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, qui revient au sujet essentiel que vous avez évoqué, c'est qu'il ne faudrait pas prendre des petits bouts de phrases de différentes personnes qui parlent à l'extérieur et me les coller sur le dos. Parce que je suis un grand garçon et que je suis capable de m'exprimer. Voilà, donc sur ce que je suis et ce que je veux faire. Donc, il ne faudrait pas prendre des petits bouts et enfin on voit comment ça marche et après on fait une thèse. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis démocrate chrétien. Alors, démocrate, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça veut dire que je suis à respecter les élus de la nation. Voilà, et l'avis de la nation. Après, cet avis, je le trouve bon, je le trouve mauvais, je le trouve moyen, je le trouve... Voilà, je suis pour la démocratie. On a toujours été pour la démocratie dans ma famille. Je vous ai dit l'autre jour, enfin tout à l'heure, que voilà, j'avais des tas de gens qui avaient fait des guerres extraordinaires. Mais si vous remontez au Moyen-Âge, les Bolloré, ils venaient se battre contre les envahisseurs de l'époque, qui étaient anglais, espagnols, etc. Et on les appelait, ils protégeaient des rivières. Enfin, je vous raconterai tout ça un jour si ça vous intéresse. Mais donc, coule dans mes veines un sujet de démocratie. Et je ne supporte que les gens qui sont démocratiques. Et je suis moi-même démocratique. Et puis après, il y a le mot chrétien, qui est pas un vilain mot. La chrétienté, c'est la charité, c'est l'espérance. Et là aussi, ça coule dans mes veines. En novembre 18, mon arrière-arrière-grand-père, le général Francfort, est mort en servant la messe canonnée dans l'église Saint-Gervais par la grosse Bertha. J'ai un arrière-arrière-grand-père qui était à Nantes, procureur, en 1880, qui a démissionné parce que on doit faire sa foi. On va devoir se cantonner à des réponses courtes, même si c'est très très important. Non, mais je explique, donc sur la question effectivement qui avait déjà été posée de votre projet politique et idéologique, y en a-t-il un ou est-ce un fantasme? Mais si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. Voilà, donc c'est pour ça que je suis obligé, excusez-moi, de rentrer dans cette intimité, parce que comme je lis partout ailleurs, etc., le truc, le machin, c'est effrayant, parce que ça fait peur quand vous lisez sur vous. Vous voyez, je suis tranquillement en Bretagne ou sur la Méditerranée, et je lis des journaux ou des petites lettres qui racontent que machin, que truc, que j'ai un projet. Bon, franchement, alors certains journaux, vous savez, je ne serais pas fier à leur place, parce que ce sont des journaux qui ont été achetés ou qui sont subventionnés par des gens qui veulent ne pas avoir de mauvaise image. Voilà, Libération, je crois 38 millions, ils reçoivent, on ne sait pas pourquoi, de Daniel Kretinsky, que j'aime beaucoup par ailleurs, d'ailleurs, qui est un type tout à fait intéressant et francophile. Mais voilà, donc j'aimerais beaucoup qu'on écoute ce que je dis. C'est pour ça que, Monsieur le Président, pardon, voilà, je suis démocrate chrétien, j'ai aucun projet idéologique, et si j'en avais d'ailleurs, les chaînes de Canal seraient effondrées depuis longtemps. Voilà, il y a heureusement dans notre pays une pluralité, il y a des gens différents, mais je suis, je vous dis, tout doux et débonnaire. Et pas du tout un Attila. Ça mérite d'être clair, Madame Amiot. Merci, Monsieur le Président. Alors, je relève quand même ce que vous venez de dire, et c'était fort intéressant. Si je ne crois pas en quelque chose, je ne le mets pas dans mes antennes. J'entends du coup que si vous croyez en quelque chose, vous le mettez dans vos antennes. Mais du coup, puisque nous abordons aussi donc le sujet de votre groupe de médias, au sujet du rachat notamment de Lagardère, dont vous n'êtes pas encore propriétaire, puisque la Commission européenne n'a pas encore tranché à ce jour, je m'interroge, est-ce que vous avez l'intention, par exemple, de racheter Le Parisien ? Est-ce qu'il existe, comme on peut l'entendre, un pacte avec Monsieur Bernard Arnault, et ce pacte implique-t-il de lui céder Paris Match? Rappelons du coup le début de la phrase, à savoir Paris Match, vous n'en êtes pas encore propriétaire. Pardon, d'abord, excusez-moi, Madame la députée, puisque vous représentez le peuple et que je suis démocrate, comme je l'ai dit tout à l'heure, je respecte ce que vous dites, mais c'est un tout petit peu spécieux. Je ne vous ai pas dit que si j'avais quelque chose, je ne mets rien parce que j'ai rien en tête. J'ai dit, non seulement je ne mets rien, mais en plus je suis démocrate chrétien. Donc ça me serait compliqué pour moi d'aller mettre des choses auxquelles je ne crois pas. Ça, c'est la première des choses. Sur les histoires de religion et autres, je vous rappelle qu'on avait créé les Enfants d'Abraham. Mon fils Yannick l'avait monté avec les 3 religions et qui a été supprimé par Canal quand on lui a vendu. Mais on était pour. Et je vais vous raconter aussi, simplement pour vous donner notre proximité avec le monde musulman. Non seulement j'ai beaucoup d'amis musulmans avec qui je vis en paix et en fraternité, mais figurez-vous que le commandeur des croyants descendant du prophète, Mohammed V, à la fin du milieu des années de 50,
en France, ne savait pas où aller. Il avait été exilé par votre pays, par notre pays, et il ne savait pas où revenir. Et il est venu chez nous. Et il a habité dans notre propriété de Garches-Vaucresson en novembre 1955. Et nous sommes restés extrêmement amis avec cette famille et ce descendant du prophète, puis son fils qui était là, et maintenant, bien sûr, le fils de son fils qui est sur le trône. Donc, c'est pas parce que je suis chrétien que je ne peux pas parler des autres religions. Et au contraire, je pense qu'on vit en paix, qu'on peut vivre en paix, qu'on doit vivre en paix, que c'est essentiel de vivre en paix. En ce qui concerne Lagardère, nous sommes propriétaires de Lagardère. Le groupe Vivendi a eu l'autorisation de la Commission européenne. Et simplement, Arnaud Lagardère est un garçon absolument remarquable, courageux, fidèle. Et il est à la tête de son groupe qui restera indépendant. D'abord parce qu'il a d'autres actionnaires que nous, mais ensuite parce qu'il gère très bien son groupe. Et vous verrez, la valeur des actions Lagardère dans 3 ans ou dans 4 ans sera tout à fait remarquable. En ce qui concerne Paris Match et Bernard Arnault, puisque c'était votre question et que j'essaie de répondre vite, mais vous me revenez si jamais vous trouvez que je n'ai pas été assez disert. Je connais Bernard depuis 40 ans, on a commencé ensemble. Bon, il a réussi mieux, mais tant mieux. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Et c'est pas un secret, il a envie de match. Voilà, il aime les belles choses, il aime les choses importantes, et il trouve que Match est un magazine important. Et c'est vrai que Match est un magazine important. Bon, Arnaud Lagardère a des dettes trop importantes. Il a envie de développer le travel retail et l'édition, et il est tombé d'accord avec Bernard Arnault pour rentrer en conversation exclusive et discuter de tout ça. Donc moi, je trouve ça extrêmement bien, puisque vous avez d'un côté quelqu'un qui a envie de l'avoir, et de l'autre côté, quelqu'un qui est prêt, si le prix est bon, à s'en séparer, malgré sans doute la peine que ça lui fait. Mais votre question n'était pas celle-là, elle était, y avait-il un accord secret, un engagement? Alors il y avait 0 accord, on n'a signé rien, jamais, et je n'étais tenu de rien. Et tous les gens qui sont autour de Bernard et autour de moi le savent, nous avons pris la majorité de Lagardère. Il a des titres qu'il peut vendre ou acheter, mais nous sommes majoritaires, et il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique. Si vous avez plus de 51, c'est vous qui dirigez. Donc nous n'étions engagés et forcés à rien, et nous ne sommes forcés à rien. Mais, je vous redis, c'est un garçon remarquable, et je suis sûr qu'il fera de Match quelque chose d'exceptionnel, comme tout ce qu'il a fait. Merci, Monsieur le Président. Bien reçu. On va avancer pour le Parisien rapidement. Le Parisien n'est pas à vendre, à ma connaissance. Pardon, j'ai pas. Redites-moi votre question. Est-ce qu'il s'est engagé à vendre le Parisien? C'est un accord. Non. Alors, réponse non. Est-ce que vous avez l'intention de procéder à l'achat du Parisien? Je vous dis, comme le Parisien n'est pas à vendre, c'est pour ça que ma réponse était bonne. Pardon, ma réponse était bonne. Il n'y a pas de discussion, évidemment, sur le Parisien. Il n'y a pas d'engagement sur le Parisien. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. 4 questions pour lesquelles je vais vous demander du coup une réponse brève, s'il vous plaît, Monsieur Bolloré. La première concerne le Togo. Le Togo, c'est un peu le fil rouge de vos activités télévisuelles. En octobre 2017, c'est l'effet papillon qui est retiré des antennes. Puis, un Publi-Reportage, considéré comme tel par le CSA, qui vous a condamné, ou en tout cas qui a condamné la chaîne, sanctionné la chaîne, en faveur du régime de M. Gnassingbé, ou en tout cas du pays de M. Gnassingbé, Faure Gnassingbé. C'est le licenciement du numéro 2 de Canal+ International, François Deplanque, pour la diffusion de ce numéro de l'effet papillon. Mais c'est aussi une affaire qui concerne la concession du port de Lomé, pour laquelle vous avez plaidé coupable. Mais l'affaire étant toujours en cours, je ne vous donnerai pas de détails sur ce sujet, évidemment. Quoi qu'il en soit, il me paraît assez évident que vos intérêts au Togo ont déterminé des choix au sein de la rédaction de Canal. Comment pourriez-vous nous prouver le contraire? Attendez, je pense que c'est pas comme ça, c'est pas à moi de prouver le contraire. Je ne suis jamais intervenu là-dessus, j'ai jamais vu les choses dont vous me parlez, donc je ne peux pas prouver quelque chose que je ne connais même pas. Pardonnez-moi, je suis le plus rapide possible. Je pourrais en faire des tranches, mais je ne suis pas au courant et je ne peux pas vous dire ça. Donc, quand un Publi-Reportage sur le régime togolais est diffusé sur Canal,
c'est tout à fait fortuitement, alors que vos pratiques pour obtenir la concession du port de Lomé ont été frauduleuses. Juste, je rappelle que la concession du port de Lomé n'est pas l'objet de cette commission d'enquête. Alors, on peut parler effectivement du reportage, du sujet, mais pas du port et de la concession. Donc, M. Bolloré, vous n'avez pas à répondre sur le port et la concession. Non, mais la concession, on l'a eu il y a 20 ans, donc ça ne peut pas rentrer là-dedans. Je ne suis intervenu en rien, je ne suis au courant de rien. J'ai lu simplement ce qui a été dit par les équipes au cours des auditions et qui disent que je suis pour rien là-dedans. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir participer. Je n'ai pas l'habitude de me défiler, mais là, je ne peux pas faire. Monsieur le rapporteur, la parole est au rapporteur. La parole est au rapporteur seulement. Le CSA s'était donc prononcé, mes collègues ne connaissent pas manifestement le dossier. Pouvez-vous me dire si vous participez aux réunions du mardi à Vivendi? Bien, moins maintenant. J'y vais un mardi sur 3 ou un mardi sur 4, c'est-à-dire 7 fois par an, 8 fois par an. Ils ont déménagé, vous savez, ils avaient 3 bâtiments différents. Monsieur Bolloré, là des bâtiments, est-ce que vous pouvez m'expliquer, parce que moi je fais partie de ceux qui ne savent pas ce qu'est la réunion du mardi à Vivendi. Qu'est-ce qui se passe à la réunion du mardi? Mardi, c'est le jour où je venais tout le temps. Voilà, donc c'était un truc chic où soi-disant les gens faisaient plus le ménage parce que j'arrivais, les gens arrivaient plus tôt parce que j'arrivais, et donc il y avait une petite agitation. Demandez à Jean-Christophe Thierry, c'est lui qui racontait que quand je venais le mardi, il y avait plus de monde. Voilà. Et puis le temps a passé, je viens moins le mardi, je vous dis j'y viens une fois toutes les 3 semaines. Et généralement, ça commence par un café, des petits pains au chocolat dans le bureau de Maxime Saada, et puis il y a un certain nombre de gens qui passent, sachant que je suis plus ou moins là le mardi. Mais j'y étais pas mardi dernier, j'y étais pas mardi d'avant, et j'espère y aller mardi prochain. Donc, bien reçu, mais donc mardi prochain, monsieur le rapporteur. En revanche, vous téléphonez tous les jours à Serge Nedjar, sans jamais chercher à l'influencer. Alors, je ne téléphone pas tous les jours à Serge Nedjar. Je téléphone à Serge Nedjar chaque jour où il a plus que 3% et où il bat BFM. Voilà. Alors, il se trouve qu'en effet, depuis 3 semaines, c'est pas tous les jours, mais c'est 4 jours par semaine. Voilà. C'est un garçon que je connais depuis très très longtemps, qui, comme vous savez, est assez sur les charbons ardents, parce qu'il a 66 ans. Je crois qu'il a encore un prêt immobilier de 9 ans, je crois. Il se demande qu'est-ce que va devenir son gagne-pain. Voilà. Mais je ne l'appelle pas pour lui parler, ça dure 4 secondes ou 10 secondes, et généralement je ne l'appelle que dans ces moments-là, plus de 3, et victorieux. Et c'est vrai que ça arrive, j'espère que ça arrivera plus souvent encore. Alors il semble qu'en septembre 2023, vous soyez rendu à l'Élysée pour rencontrer le président de la République Emmanuel Macron. Pouvez-vous nous dire quel était l'objet de votre rencontre et de quels sujets ont été abordés durant la discussion avec le président de la République? Alors, il se trouve que dans ma situation, je rencontre beaucoup de gens et beaucoup de présidents de la République. J'ai commencé à connaître le général de Gaulle, Pompidou, que je tutoyais. J'en ai tutoyé 4-5. Pompidou, je joue aux cartes. Enfin, pardon, je vais être long, donc je ne vais pas vous raconter ça. Sarkozy, j'en parle pas non plus. Ni François Hollande. Oui, j'ai peut-être été reçu, je ne sais pas la date que vous dites, mais voilà, je suis reçu régulièrement, plusieurs fois par an, par des personnages importants, pas forcément français d'ailleurs, ça peut être étranger aussi, avec qui je parle, qui me demandent mon avis, qui trouvent que voilà, qu'on a fait un groupe intéressant. On travaille, on parle de la batterie électrique, on parle de la Bretagne, à laquelle je suis très attaché, on parle de tas de choses comme ça. Et je suis très honoré d'être reçu par les personnes importantes, comme je suis très honoré d'être ici devant vous. Voilà, c'est une preuve de considération et j'en suis très content. Merci. Avez-vous évoqué la situation ou les propos de Mme Rima Abdul-Malak, qui était ministre de la Culture, ou de M. Pap Ndiaye, qui était ministre de l'Éducation nationale, au sujet de la réattribution des fréquences des chaînes et de CNews ou d'Editis? Absolument pas. J'ai été court. À propos de Mme Abdul-Malak, elle déclarait c'est le rôle de l'ARCOM, au moment de faire le bilan de ses obligations, de vérifier qu'elles ont été bien respectées pour pouvoir ensuite évaluer si la reconduction de cette fréquence est justifiée ou pas. À la suite de cette affirmation, rappelant le cadre légal, nous avons pu relever plusieurs communiqués officiels, une campagne de publicité élaborée par une agence appartenant à Havas, des heures d'antenne sur CNews, 29 débats, 3 articles dans le journal du dimanche, un édito dans Paris Match pour défendre les chaînes du groupe. Par ailleurs, le 11 juillet 2023, sur le plateau de CNews, Louis Dragnel accable Pap Ndiaye
et Rima Abdul-Malak, qu'il qualifie des 2 ministres woke du gouvernement. En septembre 2023, c'est un sondage du CSA qui vous appartient, pour CNews, qui vous appartient, qui révèle que 62% des Français ne feraient pas confiance à Pape Ndiaye en tant que ministre de l'Éducation. Cette opération contre les 2 ministres était-elle concertée et coordonnée entre les différents médias du groupe? Le but était-il de les intimider? Et à cette occasion, pour finir, un bandeau indiqué sur la chaîne CNews, C8, la ministre de la Culture veut retirer les fréquences. Manifestement, cette affirmation n'était pas exacte. Partagez-vous cette appréciation? Vous savez, le problème, c'est que le groupe est tellement vaste, je ne sais pas combien il y a d'heures d'antenne, je ne sais pas combien il y a de journaux, je ne sais pas combien de livres, que vous pouvez lui faire dire n'importe quoi. Et l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais en fait, vous êtes LFI ». Boyard ne va pas être content. J'ai dit « Mais pourquoi vous dites ça? Parce que c'est d'habitude, c'est pas ce qu'on a. » Si, monsieur Caron, monsieur Boyard, madame Machin, travaille chez vous, etc. Voilà, donc on peut prendre de tout. Je voyais que le livre de madame Binet de la CGT sortait chez Grasset ce matin, qui est chez moi. Donc, voilà, donc vous pouvez prendre des petits bouts, les coller ensemble et faire un spectacle, enfin une théorie. Mais donc concernant, moi je la connais pas, madame Rima Abdul-Malak. Par nature, je respecte tous les ministres de la République, comme tous les députés, et elle a le droit de penser ce qu'elle veut, mais je la connais pas, je connais pas, je sais pas, je peux pas vous dire, mais vous pouvez sans doute regarder sur d'autres chaînes, voilà. Et je regrette d'ailleurs, c'est pas bien quand on dit du mal des gens. Moi-même, vous savez, je suis de temps en temps sur TF1 le soir, voilà, je déplore. Voilà, les personnes publiques, malheureusement, de temps en temps, elles se font chahuter. Mais c'est pas parce que je suis sur TF1 et que je passe pour un crétin le soir devant je sais pas combien de millions de personnes que je pense que c'est parce que Martin Bouygues m'en veut. Je pense pas ça. Je pense que c'est le principe des personnes publiques. Je pense pas qu'il y ait de... Voilà, je pense pas qu'il y ait je pense que les gens de Canal font bien leur boulot. Vous les connaissez. Je pense que c'est une équipe, Jean-Christophe Thierry, Maxime Saada, remarquable. Je trouve que les équipes de Vivendi sont de grande qualité. Je suis fier de leurs résultats, je suis fier de ce groupe et je suis fier de tous les gens qui travaillent, les 10 000 ou 15 000 personnes qui travaillent en France. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur. Voilà. Dernière question. Merci, Monsieur le Président. Une dernière question. Dans le numéro du 16-17 février 2024 de l'Opinion, un article s'intitule « Pourquoi Jordan Bardella vole au secours de CNews ?» Je vous en donne quelques extraits, rapidement. L'antenne de CNews n'exprime pas le pluralisme politique d'une chaîne d'infos. Le sermon ne vient pas de Reporters sans frontières, mais de Marine Le Pen. En octobre 2021, elle admonestait son directeur Serge Nedjar, lui reprochant de rouler pour son concurrent Éric Zemmour. Un petit peu plus loin, on lit que Sébastien Chenu déjeunait avec Serge Nedjar l'an passé. Notre collègue Philippe Ballard admettait également que Reconquête a disparu du paysage. Nous sommes puissants depuis 2 ans et demi. Je sens un changement, se comprendre dans les médias. Peut-être les médias sentent-ils qu'on arrive au pouvoir. La suite. Pardon, mais là, non, seul le rapporteur a la parole. Monsieur le rapporteur, allez au bout de. Monsieur le rapporteur, allez au bout de vos. Monsieur, mais chers collègues, non. Chers collègues, on va juste laisser Monsieur le rapporteur aller au bout de sa logique pour ensuite pouvoir comprendre. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Monsieur Ballard, s'il vous plaît. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole et vous seul, allez-y. Donc, allez-y, Monsieur le rapporteur. Dans le même article de l'Opinion. Les propos rapportés de Philippe Olivier, ces chaînes parlent immigration, parlant des vôtres, parlent immigration, sécurité et dette. Nous lui sommes très reconnaissants de ce qu'il a fait dans les médias, Europe 1, CNews, le JDD. Avant, nous avions si peu de présence à la télévision que nous collions des affiches quand c'était le cas. Est-ce que ces citations ne sont pas de nature à vous faire penser que peut-être vous coopérez, que vous le vouliez ou non, à une entreprise politique? Je vous répète... Monsieur Ballard, Monsieur Ballard, c'est pas vous qui posez les questions. Monsieur Bolloré, vous avez la parole. Président Bolloré, vous avez la parole. Lors de la citation.